La crise que l'on vit actuellement, il faut d'ailleurs attendre un petit peu pour mesurer la véritable dimension de cette crise. Il est vraiment trop tôt pour avoir une véritable opinion profonde sur ce qui se passe actuellement. Donc, n'est qu'un épisode qui s'inscrit dans une longue suite de tensions. Eh bien, nous avons le plaisir d'être en ligne avec Michel Gurfinkel. Michel, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Nous vous avons sollicité pour évoquer ce 250e anniversaire des États-Unis qui intervient, il faut bien l'avouer, dans un contexte, on va dire, mitigé dans les relations entre Israël et les États-Unis. On aurait pu justement s'attendre à ce qu'il y ait, on va dire, des débordements d'enthousiasme et on va dire, des flammes, des expressions, on va dire, des poèmes et des chants à la gloire de l'amitié entre Israël et les États-Unis. Et c'est pas tout à fait le cas parce qu'on va dire que Donald Trump, au cours des dernières semaines, a quelque peu gâché le plaisir avec certaines déclarations en direction de Binyamin Netanyahou. Ils se sont parlé, les deux hommes, vendredi dernier, à l'occasion justement de cet anniversaire de l'indépendance des États-Unis. Comment on peut résumer les relations diplomatiques entre Israël et les États-Unis ? Est-ce que finalement, c'est pas relativement courant si on revient dans l'histoire des relations entre Israël et les États-Unis depuis 80 ans, près de 80 ans, bien, il y a eu déjà des tensions de ce type à l'époque, même avec, si je ne m'abuse au début, même avec Truman, qui était peut-être pas hostile à l'État d'Israël, mais ou même avec George Bush père, George Bush fils. Il y a eu plusieurs fois, et bien entendu Barack Obama, il y a eu des tensions, n'est-ce pas ? L'histoire des relations entre Israël et les États-Unis n'est qu'une histoire de tensions. Il y a eu beaucoup plus de périodes de tensions, et je dirais même de difficultés graves, que de périodes de coopération sans arrière-pensée. Pour résumer un petit peu les choses de manière chronologique, nous savons que Roosevelt était très réticent devant le projet sioniste. Mmh. Il était d'ailleurs très réticent devant les influences diverses de la communauté juive auprès de son administration. Il savait que le soutien des Juifs américains était l'un des éléments, l'un des paramètres de la coalition qui lui permettait de rester au pouvoir. Rappelez-vous quand même que Roosevelt, cas absolument unique dans l'histoire américaine, a été réélu président 4 fois. Mm-hmm. 4 fois. À l'époque, il n'y avait pas d'interdiction constitutionnelle pour un président de faire plus de 2 mandats. Il n'y avait qu'une tradition. Et Roosevelt a fait 4 mandats dans des circonstances évidemment extrêmement compliquées. Et à chaque fois, l'électorat juif, concentré dans des États clés, ce qui est très important pour l'élection présidentielle américaine, l'électorat juif s'était porté en sa faveur, donc il était obligé d'en tenir compte. Mais par ailleurs, il avait beaucoup disons, en fait, de froideur vis-à-vis des différentes aspirations juives américaines. Il n'est pas intervenu pour sauver massivement les Juifs européens confrontés au nazisme. Il avait donné pendant toute la Deuxième Guerre mondiale des consignes très strictes pour qu'on n'évoque jamais le sort des Juifs de manière, c'était du moins ce que l'administration affirmait, de manière à ce que les soldats américains n'aient pas l'impression de se battre pour les Juifs. Et à la fin de l'ultime administration Roosevelt, vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale, Roosevelt a inauguré une relation spéciale avec l'Arabie saoudite qui, en fait, allait à l'encontre de la création d'un État juif en Palestine. Alors ensuite, il y a eu Truman, qui était le successeur de Roosevelt. Qui était un évangéliste, non, si je ne m'abuse. Oui, alors Truman est l'homme qui, au moment
crucial, et probablement pour des considérations électorales, pour gagner l'élection présidentielle de 1948, Truman s'est déclaré en faveur de la création de l'État d'Israël et a reconnu l'État d'Israël. Mais ensuite, il y a eu un gel total. Un embargo environ. Il y a eu un embargo sur les armes destinées à Israël, il y a eu des mesures glaciales vis-à-vis d'Israël. Et il faut bien dire une chose, c'est très important de le dire et de s'en rappeler, autour de Truman, il y a eu une équipe absolument exceptionnelle, ceux qu'on appelait les 7 hommes sages, the Seven Wise Men. Ce sont les hommes très intelligents, très sages en effet, qui ont construit le monde de l'après-guerre sur lequel, en réalité, du moment qu'on était du côté occidental du monde, ceux qui ont construit un univers de paix, de développement et de progrès, à la fois sociétal, économique, technologique, absolument sans précédent. Mais ces hommes étaient tous hostiles à la création de l'État d'Israël pour des raisons géopolitiques diverses. Eisenhower, qui était quelqu'un d'assez remarquable tout de même par rapport à ce qu'on pourrait appeler la question juive en général, et à qui l'on doit de savoir quelque chose sur les camps, puisqu'il a pris l'initiative contre les instructions du président des États-Unis de faire venir les journalistes pour filmer les camps au fur et à mesure que ceux-ci étaient libérés par les forces américaines. C'est ce qui a été, en termes de communication, l'impact le plus important pour faire entrer dans l'esprit du monde la réalité de la Shoah. Mais Eisenhower, président, était un président extrêmement distant vis-à-vis d'Israël. Ce n'est que tout à fait à la fin de son deuxième mandat, à peu près, je dirais, à partir de 1957, dans les années 57, 58, enfin, c'est tout à fait à la fin de son deuxième mandat que certains de ses conseillers ont commencé à dire « mais finalement, on devrait revoir complètement notre politique. Nous croyons qu'une alliance avec les Arabes est la clé de notre avenir au Moyen-Orient. Rien n'est moins sûr. Et en fait, Israël peut présenter un intérêt stratégique extrêmement important. » Ensuite, il y a eu un début de dégel avec John Kennedy. Il y a eu quelque chose de très ambigu avec Lyndon Johnson. Rappelez-vous que Lyndon Johnson a refusé de venir en aide à Israël au moment de la guerre des 6 jours. Pendant la guerre des 6 jours. Le premier président qui a vraiment décidé d'aider Israël dans un moment crucial, c'est Nixon. C'est Nixon, c'est Richard Nixon. C'est Richard Nixon. Alors Richard Nixon a une image absolument détestable, oui. Fondée en partie sur l'affaire du Watergate, mais en réalité fondée sur une vieille cabale à la fois idéologique et médiatique menée par la gauche américaine. Mais Nixon est l'homme qui, contre l'avis de Henry Kissinger, a apporté une aide absolument vitale à Israël pendant la guerre de 1973, la guerre de Yom Kippour. Oui. Ensuite, nous avons eu, Ford a très peu compté, on a eu Jimmy Carter qui était... Plutôt, on va dire plutôt hostile. Hein. Plutôt hostile. La première fois où il y a eu une administration non pas totalement pro-israélienne, mais où l'élément pro-israélien était quand même très important et disposait d'une influence réelle. Ça a été avec Ronald Reagan. Oui. Et donc, Ronald Reagan, c'est le début d'un changement très important dans les relations israélo-américaines. D'ailleurs, c'est passé, même Reagan est passé par un moment de tension extrême avec Israël au moment de la guerre du Liban de 1982. Oui. Mais en définitive, l'administration Reagan a été une administration de rapprochement et de valorisation d'Israël. Et c'était aussi le moment où ceux qu'on a appelés les néoconservateurs, c'est-à-dire
une pléiade d'experts et d'intellectuels juifs pro-israéliens et repentis de l'enthousiasme de gauche ou de centre-gauche ou d'extrême gauche qui avait marqué une partie de la communauté juive américaine jusque-là, sont devenus partie prenante de la droite conservatrice américaine. Après, il y a eu Bush père qui était très anti-israélien. Ouais. On a eu Clinton qui était largement pro-israélien, mais avec quelques limites, mais enfin largement pro-israélien. On a eu Bush fils qui, lui, a été totalement, n'exagérons pas, mais assez largement pro-israélien. Ensuite, on a eu les années Obama. Et enfin, on a eu le phénomène... Le feu d'artifice de Trump. Hors norme de Donald Trump. Donc, il faut avoir tout cela en tête. Il faut se rappeler que si les États-Unis ont d'emblée accordé l'égalité religieuse, civile et politique aux Juifs dès leur création, les États-Unis quand même sont un pays où des formes... certaines formes d'antisémitisme sont restées légales jusque dans les années 1960. Des formes de discrimination privée étaient considérées comme totalement légales et admissibles. Les États-Unis sont quand même le pays qui, après avoir absorbé des millions d'immigrants juifs à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, se sont littéralement fermés avec le système des quotas à l'immigration juive. Donc, il y a eu tout au long de l'histoire américaine, en réalité, des hauts et des bas. Des hauts et des bas. Et la crise que l'on vit actuellement, il faut d'ailleurs attendre un petit peu pour mesurer la véritable dimension de cette crise. Oui. Il est vraiment trop tôt pour avoir une véritable opinion profonde sur ce qui se passe actuellement. Donc, n'est qu'un épisode qui s'inscrit dans une longue suite de tensions. Une dernière question, il nous reste 2 minutes, je ne sais pas si vous aurez le temps de répondre, mais toujours lorsqu'on parle de l'indépendance des États-Unis, on revient au père fondateur, à John Adams, à comment s'appelle-t-il, Jefferson, qui se référaient tout le temps à la Bible, et dans leurs discours, les premiers discours étaient des discours très impressionnants en termes de retour d'une patrie, d'un peuple vers une patrie qui s'inspirait en fait de la sortie d'Égypte, du peuple juif. Ça existe toujours on va dire dans le mythe américain aujourd'hui, cela, ou c'est totalement estompé? Ça a été fondamental dans le mythe américain jusqu'à la fin du XXe siècle. Aujourd'hui, c'est en perte de vitesse, tout simplement parce que il y a aux États-Unis, comme dans d'autres parties de l'Occident, des changements civilisationnels extrêmement profonds qui sont en cours. Il y a une déchristianisation des États-Unis moins marquée que la déchristianisation de l'Europe, mais tout de même réelle. Il y a une immigration venue du Sud global, d'un Sud global qui n'est pas chrétien, qui n'est pas du tout formaté par l'héritage biblique. Et j'ajouterais que même chez les chrétiens américains, vous avez évidemment une différence entre la tradition, une certaine tradition protestante extrêmement ancrée sur l'Ancien Testament, et une tradition différente. Le monde catholique était longtemps beaucoup moins intéressé par cette dimension biblique de la nation américaine. Il n'en reste pas moins que, oui, les États-Unis ça continue à parler aux Américains de l'héritage biblique. Il est vrai que ce qu'on pourrait appeler le mythe national américain, c'est quand même le mythe de la terre promise transplantée dans l'hémisphère occidental. Il y a donc toujours un héritage biblique, sinon
sinon judéotrope, mais du moins biblique, important dans la culture américaine. Eh bien, Michel Gurfinkel, merci beaucoup. Comme d'habitude, c'était toujours très intéressant, passionnant de dialoguer avec vous, surtout donc à l'occasion de ce 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis, de revenir d'une certaine manière aux fondamentaux de cette relation entre Israël et les États-Unis, et même aux fondamentaux de l'histoire des États-Unis, qui n'est pas loin de nous rappeler donc d'une certaine manière l'histoire du peuple juif. Merci beaucoup, Michel, d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation. À bientôt. À bientôt.